Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Ces couples parvenaient bien souvent à désamorcer le conflit qui les mettait en danger. Cela m'a ainsi conduit à réfléchir à cette entité que constitue le couple et aux valeurs qui lui permettent de se construire, d'évoluer, de durer. Il est plus facile de détruire que de construire, plus facile de rompre que de souder. Apprendre à se relier, à se rapprocher de l'autre, demande en revanche de l'énergie, de la patience, de la créativité, de l'humour, de l'abnégation de soi. Mais dans cet apprentissage réside un véritable trésor. Cet ouvrage est là pour vous y aider. Il s'articule en 3 parties. La première aborde des concepts généraux sur le couple et la particularité de notre époque qui, tout comme ce qui concerne l'éducation, rend la stabilité de la famille plus vulnérable. La seconde repère les difficultés et les pièges à éviter, notamment celui du « je » qui tue le « nous ». Enfin, la troisième comporte des conseils pour construire, reconstruire, réparer ou simplement améliorer sa relation. Ne penser qu'à son « je » finit par tuer le « nous ». Comment alors passer de « je tue nous » à « je tue nous » ? Car c'est cela réussir son couple. Arriver à construire le « nous ». Réfléchir de manière globale dans l'intérêt des 2 partenaires et cesser de rechercher exclusivement son intérêt personnel. Il peut arriver que les conseils paraissent dispensés plus particulièrement pour l'homme ou pour la femme, mais en réalité, ils sont valables pour l'un et l'autre. Se poser la question « Comment faire pour réussir mon couple ?» ou « Comment tout mettre en œuvre pour le préserver, voire le sauver ?» met dans une disposition positive et confère l'énergie nécessaire pour faire de ce désir de construction une réalité. Le chemin est long, parfois escarpé, mais comme les épreuves de la vie, le but est de nous faire grandir. Gardez patience et surtout, ne lâchez pas la main de l'être aimé. Préface de The Couples. Très chères lectrices et lecteurs, quand on recherche le mot couple sur Wikipédia, on nous apprend qu'il ne se dit jamais pour des choses qui vont nécessairement ensemble, comme des gants, des souliers. Un couple n'est donc pas composé d'identités parfaitement semblables. Le couple serait ainsi la magnifique histoire de 2 personnes totalement différentes, poussées par amour à ne former qu'un tout. Écrit comme ça, c'est beau. Dans la réalité, c'est une aventure risquée et exigeante. Se dire « je t'aime » au bout de quelques semaines, sous le porche d'un immeuble à l'abri d'une pluie diluvienne, le cœur battant et le regard ténébreux, ne veut certainement pas dire grand-chose. Faire cette même déclaration au bout de 50 ans de vie commune, un matin dans la salle de bain, vos têtes enfarinées et plus forcément à votre avantage, prend tout son sens. Le livre du docteur Jacob Azerwal est le guide indispensable pour réussir l'extraordinaire aventure d'être à 2. Au prix d'un certain nombre de concessions, on déjeunera autant chez ta mère que chez la mienne, je ne laisserai pas mes poils de barbe dans le lavabo, tu me diras tous les jours que je suis le meilleur, je te dirai tous les jours que tu es la plus belle. Chacun trouvera dans le couple
une formidable occasion de travailler sur ces traits de caractère et comportements innés. Dans votre voiture, votre sac ou boîte à pharmacie, gardez ce livre comme un antidote qui vous permettra de vaincre, aux différentes étapes de votre vie, le poison de vos divergences, qui ne volent souvent pas très haut. Influencés par l'image rock'n'roll de couples mythiques comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Mick Jagger et Marianne Faithfull, nous avons créé la maison The Couples. Mais vous l'aurez compris, au-delà du style incroyable que l'on peut dégager à deux, la mission de nos tourtereaux sera de construire des liens forts et de rester unis pour la vie. Bonne lecture et au boulot. Alexandre, Laurent et Raphaël Elisha, fondateurs de la maison The Couples. Première partie. Le couple, fort minable ou formidable? Si vous traversez quelques difficultés, il vous donnera des éléments qui vous permettront de reprendre espoir. Et si vous êtes à 2 doigts de rompre, il vous permettra de savoir de quel côté faire pencher la balance, partir ou rebondir. Bonne lecture. Être 2. 2 n'est pas le double de 1, mais son contraire. 2 est alliance. Et l'alliance est la représentation de l'infini. L'évolution de l'idée du couple. À l'origine, il y a plusieurs milliers d'années, l'association entre un homme et une femme a été formée pour la survie des enfants, puis le maintien de la famille. Les temps étaient rudes pour l'espèce humaine. En s'alliant, les humains parvenaient à élever leur progéniture. Les rôles étaient alors clairement définis. La femme s'occupait de subvenir aux besoins fondamentaux des petits, tandis que l'homme allait à la chasse et protégeait le clan. Aujourd'hui, les époux se passent la bague au doigt, ils s'unissent pour la vie. Aucun des deux n'imagine mettre fin un jour à cette union. Mais si notre peur de la finitude nous conduit encore à procréer, cette angoisse terriblement humaine s'atténue considérablement lorsque nous sommes dans une relation affective positive, d'autant que cela nous permet également d'échapper à la solitude, anxiogène pour la plupart d'entre nous. Dans l'inconscient collectif, le couple renvoie aujourd'hui presque toujours à la notion d'amour. C'est si vrai de nos jours que les relations survivent mal au désamour. À partir de la Première Guerre mondiale, du moins en Europe, les femmes en ayant accès au monde du travail ont acquis une autonomie financière qui leur a permis de subvenir seules à leurs besoins matériels. Pas sûr d'ailleurs qu'elles y aient tant gagné. Car si elles ont obtenu une éventuelle liberté, elles ont perdu en sécurité. Il est de plus bien moins coûteux de vivre à 2 que seul. Bien sûr, il n'est pas question de rester ensemble uniquement pour des questions matérielles, mais cet élément n'est pas anodin et il serait préférable d'en tenir compte, surtout en période de crise. Il est dommage que tant de gens oublient la question financière lorsqu'ils se marient, alors qu'ils ont au fait de régler leurs comptes lorsqu'ils se séparent. N'acceptent-ils pas, devant le maire, de mettre tous leurs biens en commun? Nous assistons en fait à un curieux paradoxe. Alors que nos ancêtres se mariaient d'abord pour améliorer leur bien-être matériel et n'apprenaient qu'ensuite à s'aimer, de nos jours, les jeunes s'aiment, ou en tout cas le croient, et n'apprennent à compter qu'après, pour finir parfois par tout diviser. Quoi qu'il en soit, mariage ou pas, l'aspect matériel ne doit pas être négligé quand les partenaires s'engagent dans une relation. D'autres éléments essentiels devraient également être discutés. Si les différences attirent, point trop n'en faut. Les 4 piliers fondamentaux du couple. J'aime bien l'image des piliers. Selon moi, le couple repose sur 4 piliers principaux. Le premier, du moins le plus évident,
celui de l'amour et de la sexualité. Ce pilier n'est possible que lorsque les deux partenaires décident de s'engager. Sans le désir de continuer ensemble et de vivre à deux, la relation ne peut s'installer. Le deuxième, celui de la famille. La famille au sens large, puisque tant nos parents que nos origines familiales, nos enfants ou notre culture peuvent créer des points d'ancrage ou au contraire de dissension. Des cultures différentes ou des visions d'éducation divergentes, voilà en effet autant de facteurs de tension. Le troisième pilier, celui du matériel. Il englobe les biens, le milieu social et le domaine professionnel. Le quatrième, celui du superflu. En fait, ce dernier pilier est loin de l'être, puisqu'il inclut les goûts, les loisirs, les passions, soit des éléments importants. S'il est bien sûr possible d'avoir des plaisirs différents, il y a fort à parier qu'à un moment ou un autre, lorsque tous les dimanches l'un joue au golf pendant que l'autre va au cinéma, le golfeur rencontrera une golfeuse qui deviendra sa maîtresse, et la cinéphile tombera amoureuse du jeune premier. Que les gens désirent être en couple. Ils sont en effet pléthores. Certains choisissent une niche et proposent de se rencontrer par affinité. On peut s'attirer par identité de couleur politique, d'orientation sexuelle, religieuse ou par hobby. Les plus jeunes utilisent volontiers pour leur part des applications du type Tinder qui leur permettent de se connecter aux célibataires qui les intéressent proche du lieu où ils se trouvent. Dans mon ouvrage Homo Connecticus, j'ai créé la carte du tendre connecté en écho à celle élaborée par Mademoiselle de Scudéry au XVIIe siècle. On peut y voir de nouveaux territoires dangereux pour les amoureux. Les marais des tweets assassins, le lac des mails incendiaires, le torrent du cyberharcèlement, autant d'espaces créés par les nouvelles technologies. L'Homo Connecticus amoureux peut également tomber sur de terribles personnages qui avancent masqués. C'est tout le paradoxe de l'amour au temps du big data. D'un côté, il est de plus en plus aisé de rencontrer des célibataires. De l'autre, cette connexion est très superficielle, factice et manque de chair. Seule la réelle présence permet en effet d'évaluer si l'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Sans compter que l'Homo Connecticus amoureux est souvent victime de ce que les anglo-saxons appellent l'effet easy come, easy go, ce qui arrive vite, part vite. Un couple est une relation. Mais qu'est-ce qu'une relation? C'est une histoire qu'on se raconte à deux. Étymologiquement, le terme vient du latin relatio, qui signifie relater. On est toujours co-auteur, co-scénariste et co-responsable d'une relation. Cette partition à quatre mains a également toujours une durée de vie, un jour, un mois, un an, 10 ans, 30 ans, jusqu'à la mort, qui sait. On ne connaît jamais la tournure que prendra une relation. Ce que l'on peut affirmer, en revanche, c'est qu'une relation est toujours un pari, et qu'il existe des paris perdants comme des paris gagnants. De fait, certains couples aident les deux acteurs à grandir ensemble. D'autres couples, en revanche, les affaissent et les rabaissent. Bref, il existe des relations énergétivores et des relations énergétigènes. Qu'est-ce qu'un conjoint toxique? C'est une personne qui vous empoisonne l'existence. Le terme toxique vient du latin toxicon, qui signifie poison. De fait, c'était le poison que mettaient les archers de l'armée romaine à la pointe de leurs flèches pour tuer l'ennemi. Je ne comprends pas. Je la bats tous les jours et c'est la première fois qu'elle meurt. C'est ainsi que s'est exprimé un cogneur face à la police suite au décès de sa compagne. Lorsque l'on évoque les conjoints toxiques, on ne traite pas une affaire légère. Certains provoquent en effet la mort de leur partenaire. Une étude récente de l'Institut de veille sanitaire, INVS, datant de 2015, atteste qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un conjoint. Cela fait près de 140 femmes qui périssent chaque année, assassinées par ceux qui sont censés les aimer.
Ce que l'on apprend également, c'est qu'un homme meurt tous les 10 jours sous les coups d'une conjointe. Aimer à en mourir, quand tant de gens meurent d'envie de tomber amoureux. Quelle ironie du sort. Ainsi, l'amour, la grande affaire de l'existence, comme le disait Stendhal, génère un grand nombre de crimes passionnels. Le poids du MEI. Si l'on est attiré par un partenaire toxique, ce n'est pas un hasard. Cela vient en fait du plus profond de notre existence, du plus archaïque de notre être, de notre roman familial et de notre histoire de vie. De fait, nos choix sont conditionnés par un certain nombre de croyances qui se sont forgées dans notre esprit dès notre plus jeune âge. Depuis le début de ma vie amoureuse, je tombe toujours sur le même profil d'homme qui ne me rend pas heureuse, déplore Betty lors d'un de nos débats participatifs autour de la question de ces amours qui nous font mal en septembre 2016. Pourquoi Betty se fourvoie-t-elle ainsi? Y a-t-il une fatalité pour qu'elle se mette en couple avec le même type d'homme qui manifestement la fait souffrir? Betty a en fait construit des croyances négatives incompatibles avec un choix heureux pour elle. Elle est la victime inconsciente de programmations inconscientes défectueuses qui l'attirent toujours vers des partenaires toxiques.